Klaus Schwab, bonjour, bonne année. Merci bien, Monsieur Rochepin. Bonne année 2014. Vous avez le carnet d'adresses comme fondateur du World Economic Forum, sans doute le plus inouï de toute l'histoire. Vous formez beaucoup de vœux, vous recevez beaucoup de vœux. Quand vous appelez au téléphone Madame Merkel ou d'autres, qu'est-ce que vous leur souhaitez? Naturellement, bonne santé, mais aussi d'optimisme. C'est nécessaire pour recréer la confiance. Et je souhaite aussi pas trop de surprises dans l'année 2014. Alors, on va parler des surprises bonnes ou mauvaises de 2014, de l'économie. Quand même, pour rester un instant sur les vœux, vous dites la santé, c'est intéressant. C'est si important que ça pour les chefs d'État, pour les grands chefs d'entreprise que vous pratiquez? Oui, parce que le monde aujourd'hui est plein de surprises. Et je suis sûr, au début de tout l'optimisme qu'on peut avoir en ce qui concerne l'économie, on va avoir des surprises. Et pour un chef d'État, c'est très important d'avoir cette force de résistance, d'agir dans une crise. Le surmenage, c'est le danger pour tout le monde, pour vous aussi? Oui, naturellement, parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu tellement complexe et tout va beaucoup plus vite. Alors, il faut courir dans le même temps la double distance, si je peux m'ainsi exprimer. Et naturellement, pour cela, il faut une bonne résistance, il faut de fitness. Je me rappelle avoir vu dans votre bureau des choses qui sont un peu des choses de bobo habituellement. Les fruits, vous savez, les grenades coupées en deux. Exactement. Pour être en bonne santé. On dit que vous méditez aussi, vous faites de la méditation, c'est vrai? Oui, surtout dans la nature. Quand je nage ou quand je me promène, naturellement, je réfléchis. Et je réfléchis, je peux dire, quand on est dans la nature, un petit peu plus profondément que dans le bureau. Et ça, c'est pas du temps perdu, selon vous? Non, pas du tout, parce que c'est le temps créateur. Les hommes d'État surmenés, usés, malades, vous en avez vu beaucoup? Malades, pas tellement, mais certainement surmenés. Et ce qui me très préoccupe, c'est que le temps des chefs d'État et des autres politiciens est surtout pris par le management de crise et pas ce qui serait nécessaire, construire le monde de demain. Davos, c'est une machine gigantesque. On n'imagine pas la taille que ça a pris. Vous êtes dans le monde entier. Les antennes, il y en a combien maintenant? On a, si je prends notre organisation des jeunes leaders, on est maintenant représenté dans 300 villes par tout le monde. Vous me disiez, je crois que vous êtes le plus grand employeur de diplômés de Harvard en Suisse, c'est vrai? Oui, je crois, en tout cas, parce qu'on a maintenant une équipe formidable. Le forum, qui est très souvent regardé comme organisateur de conférences seulement, c'est devenu certainement un des brain trusts, think tanks le plus important dans le monde. Vous avez deux vies, vous avez cette vie d'entrepreneur, parce que c'est de l'entreprise, il faut une masse de maîtrise, de budget, etc. Et puis une vie intellectuelle. Je crois qu'à 26 ans, vous aviez combien de diplômes universitaires? J'avais 5 et 2 doctorats. C'est ce qu'on appelle une bête à concours en français. Peut-être, oui. À la fin, à l'âge que vous avez, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui compte le plus de ces deux vies? Je crois que ce qui compte le plus, c'est la créativité. Moi, je me regarde comme créateur de nouvelles idées. Et ça me tient jeune. Et si je regarde ce que nous faisons, c'est toujours avoir des nouvelles idées, comment gérer le monde, comment coopérer dans le monde. Je crois que c'est ce qui fait la force du World Economic Forum. 2014, l'édition du Forum pendant ce mois de janvier. Alors d'abord le cadre général, on dit que peut-être enfin la crise de 2008, la crise des subprimes, celle qui nous occupe depuis tant d'années, elle est en train de finir. Est-ce que c'est vrai? Oui, il y a maintenant les premiers signes, notamment aux États-Unis, qu'on sort de la crise. Mais ma prévision, c'est que si on prend le monde ensemble, on va entrer dans une nouvelle phase après-crise, qui est une phase de croissance, mais de croissance assez lente. Si je regarde le monde avant la crise, on avait à peu près 5% de croissance par an, mondialement. Maintenant, on va probablement, pour les 10 ans à venir, on va avoir une croissance de 3%. Mais ça a
ça fait une différence énorme parce que si vous avez de la croissance à 5%, vous doublez le BNP tous les 14 ans. Si vous avez seulement 3%, vous doublez l'économie mondiale seulement tous les 24 ans. Et cette différence a d'énormes conséquences sur le marché d'emploi, sur l'inclusion sociale, etc. Est-ce que le différentiel va rester aussi entre les pays émergents? Même eux, hein, on subit un peu de baisse, mais elle est relative. Ça va quand même beaucoup plus vite en Chine, etc. Et en Europe, où les choses stagnent un peu, est-ce que cette différence-là va continuer? Oui, la différence va continuer parce que c'est tout à fait naturel que les pays qui ont encore un niveau de vie inférieur à nous veulent combler l'écart. Mais de l'autre côté, je crois que cette croissance, disons, proche de 10% qu'on a vue dans les pays comme Chine, etc., va se ralentir parce qu'on parle aussi de la midlife crisis de ces pays. Si vous avez un BNP de 1000 et vous ajoutez 10%, ça fait $100. Mais si vous avez déjà un BNP de 10 000, pour ajouter 10%, il faut $1000 de croissance. Alors, c'est le problème de ces pays en émergence maintenant. Vous connaissez ce monde-là mieux que personne. Il y a eu des scènes extraordinaires où vous êtes, je crois, dans l'antre du Parti communiste chinois, en essayant de maîtriser un peu les codes. Vous avez été invité là-bas comme un chef d'État, comme partout ailleurs. Est-ce que ces gens vont nous dominer, pour dire les choses brutalement? Est-ce que dans 20 ans, dans le G20, dans le G8, peut-être à Davos, ce seront des Chinois, des Indiens, des Mexicains qui auront pris la place? Ce qui est nécessaire dans le monde, c'est de trouver une nouvelle forme de coopération. Et c'est tout à fait clair que ces pays vont grandir, ils vont grandir beaucoup plus vite, ou au moins plus vite que les anciennes économies. Et il faut s'arranger dans ce nouveau monde. Et c'est surtout un défi pour l'Europe, parce que les petits pays de l'Europe, avec la Suisse 8 millions et même l'Allemagne avec 80 millions, ne vont plus compter dans ce contexte mondial. Est-ce que ça vous angoisse, ça? Vous êtes un pur produit de l'Europe, hein, oui. Entre autres de la guerre, entre autres du monde universitaire européen, on le rappelait. Ça vous angoisse, ça, un peu quand même, d'être... On est une civilisation vieillissante? Oui, mais c'est exactement pour la raison pour laquelle on a besoin de l'Europe, parce que, n'oubliez pas, l'Europe, si elle reste ensemble, et je suis sûr, parce que j'ai écrit même l'année dernière un livre où je parle de la réémergence de l'Europe. L'Europe, ça fait quand même 500 millions d'habitants. C'est la première puissance du monde sur le plan de commerce, sur le plan probablement aussi de la technologie dans certains domaines, etc. Et l'Europe, c'est encore un ensemble, un bon exemple de la combinaison d'un certain dynamisme économique, un dynamisme toujours dans le contexte d'un vieux pays, et de la responsabilité sociale. Alors on a quand même un message pour le monde. Un frémissement, même dans des pays qui allaient très mal comme l'Espagne. La croissance reprend un peu, le chômage est très haut, mais enfin, il arrête de grandir. Est-ce que l'austérité, ça a marché? Ce n'est pas l'austérité, ce sont les réformes qui sont importantes. Ouais. Et l'austérité, ça a à faire avec la réduction du déficit budgétaire, mais je crois que ce qui compte maintenant, ce sont les réformes. Et si je regarde l'Espagne, c'est sur un bon chemin, comme vous avez dit. Je suis un petit peu moins sûr concernant l'Italie, mais on voit aussi de bons progrès en Grèce, etc. Alors je crois le déficit, disons, ou la lacune qu'on a dans la compétitivité du nord de l'Europe et du sud de l'Europe est en train de se resserrer. La France, c'est un cas particulier. Vous disiez il y a une année qu'elle avait reculé en termes de compétitivité. Ce recul, il continue? J'espère non. Je crois que c'est à cause du poids de la France dans l'économie. Je crois que c'est probablement le facteur décideur en Europe. Et
en regardant maintenant la petite reprise qu'on voit en France, ça devrait donner probablement au gouvernement aussi la possibilité d'entreprendre des réformes nécessaires, surtout dans le marché du travail, etc. Vous le croyez mûr, ce gouvernement français actuel, pour ça? Oui, je crois. Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Le match États-Unis-Europe, il y a une concurrence très forte en réalité. Qui s'en sort le mieux pour l'instant? C'est clair que les États-Unis sont en esprit plus entrepreneurial. Si vous avez un échec avec votre entreprise aux États-Unis, vous êtes un héros. En Europe, vous êtes quelqu'un qui, en allemand, on dirait un Versager, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas réussi. Alors, c'est la grande différence. Mais moi, je crois, en Europe, regardez, on a quand même beaucoup d'industries de pointe. L'industrie européenne est le plus internationalisée, c'est-à-dire si on parle de Nestlé, etc., on ne parle pas d'une entreprise européenne, on parle d'une entreprise mondiale. Puis, le miracle suisse, une émission récente d'une télévision française, On a eu sur la planète parler de la Suisse, de l'apprentissage en Suisse. Ouais. Didier Bourcalter a fait son introduction de l'année un peu là-dessus. Il y a un miracle suisse et il continue. Oui, j'ai vu aujourd'hui que la Suisse, pour l'année prochaine, a une des meilleures probabilités d'avoir de nouveau une croissance qui est supérieure à la moyenne européenne. On a aussi une saine fiscalité, etc. Mais je crois la compétition dans le monde avec tous ces nouveaux venus, le Mexique, l'Indonésie, etc., avec l'amélioration de la compétitivité de l'Italie, je crois le défi va être de garder cette position et de ne pas penser nous sommes les meilleurs. Je crois il faut beaucoup d'efforts. Moi, je le remarque aussi avec le World Economic Forum, de garder la position numéro 1 et peut-être plus difficile que de devenir le numéro 1. Ça veut dire, vous avez encore, avec la réussite que vous avez, l'angoisse? Il faut toujours avoir l'angoisse. Il faut toujours s'inquiéter. Je crois que c'est à l'origine du succès. Qu'on s'inquiète en chaque moment, est-ce que ce qu'on fait est vraiment la meilleure chose? Beaucoup ont essayé de vous copier, tous ont échoué. Vous avez tué tous vos concurrents. Pas tué, mais... franchement, regardez. Non, personne n'a réussi. Pourtant, Dieu sait si l'idée... Beaucoup ont essayé de la copier. Personne n'a réussi. Pourquoi? D'abord, nous avons survécu 44 ans. Ça donne déjà une certaine tradition. Mais je crois que c'est d'avoir été obligé, disons, par notre cœur, par nous-mêmes, d'être attachés aux mêmes valeurs, à les mêmes valeurs. Et ces valeurs sont l'indépendance, la neutralité. On représente la meilleure de la Suisse aussi, la neutralité, l'engagement dans le monde. Est-ce que vous avez personnellement changé? Dans les années 80, beaucoup vous regardaient, ou encore 90, comme un représentant du libéralisme. Et puis dans les années d'après, vous avez critiqué les bonus excessifs, vous avez une vision assez modérée de l'austérité, on le voyait tout à l'heure. Vous vous êtes centré? Non, c'était toujours mon motto personnel. Depuis le début, quand j'ai créé le forum, naturellement, notre mission, c'est améliorer l'état du monde, mais mon motto personnel, mon slogan était Entrepreneurship in the Global Public Interest. Ça veut dire l'entrepreneuriat, mais toujours dans l'intérêt du public mondial. C'est-à-dire, à la source du progrès, vous avez la personne qui prend les risques, qui est entrepreneuriale, qui agit. Mais ça devrait être toujours sujet disons, à l'intérêt de la généralité de la société. Qui vous a résisté?
Vous avez ces fameux dimanches après-midi où vous téléphonez à Angela Merkel, à François Hollande, à d'autres, vous faites un peu l'état du monde. Qui n'est pas venu à Davos? Ah, il y a des personnes qu'on n'a pas invitées, Ouais. parce que... Et ceux qui ont dit non, qui n'ont pas voulu, qui... Non, franchement, je ne peux... il y a eu des personnes qui ont dit non, mais qui sont venues après. Mais on s'est toujours tenu, par exemple, à l'embargo, aux sanctions de l'ONU, etc. Et on a toujours évité des personnes qui viennent à Davos ou à nos autres manifestations qui ne sont pas ouverts au dialogue. Il faut avoir cet esprit de dialogue. Alors, M. Chavez, pour prendre un exemple, on n'a pas invité parce qu'on aurait eu probablement beaucoup de réactions de médias, mais ce n'est pas le type pour venir à Davos. À Davos, on vient pour dialoguer. Cette année, le forum aura lieu juste après la conférence de Genève, qui se tiendra en partie à Montreux. C'est une chance pour vous? Oui, dans un certain sens, parce que tout le monde va être en Suisse, mais on a cette année plus que 50 chefs d'État et de gouvernement, et seulement quelques-uns vont venir aussi à Genève. Je crois, là où il y a une certaine similarité, si je regarde aux grands problèmes, aux grands défis qu'on va discuter à Davos, c'est naturellement le destin du printemps arabe et tout ce qui se passe pas très loin de l'Europe. Et il faut penser tous ces pays de l'Afrique du Nord maintenant jusqu'à la Turquie. Il y a des problèmes, il y a de guerres civiles. Alors, c'est un des grands thèmes de Davos cette année. Si Bachar el-Assad était d'accord, est-ce que vous l'inviteriez à Davos? Non, il faut toujours voir qu'il y a un équilibre. S'il vient pour discuter avec les chefs de l'opposition, je ne parle pas de l'opposition extrême, mais s'il vient à Davos pour discuter avec l'opposition, avec grand plaisir. Vous êtes, on le rappelait tout à l'heure, un universitaire, un champion de l'économie. Tous ces gens au Proche-Orient qui sont animés par la haine des deux côtés, hein. Est-ce que vous les comprenez? Non, parce que pour moi, le mot-clé, c'est coopération. C'est dialogue, et le dialogue amène à la coopération. Et je crois le grand problème qu'on a maintenant dans le monde, qu'à travers de tous ces défis qu'on a maîtrisés, tous les problèmes, toutes les crises, etc., tout le monde est devenu beaucoup plus égocentrique, beaucoup plus égoïste. Et le gouvernance, pas seulement mondiale, mais même sur le plan étatique, a beaucoup souffert. Et on va dans un monde qui est beaucoup plus conflictuel que j'ai vu dans les dernières décennies. Même en Europe, quand on voit la tension entre la Russie et l'Ukraine, c'est très impressionnant, hein, ça atteint un niveau très fort. Exactement. Et c'est même à l'intérieur de l'Europe. Regardez les tensions qu'il y a sur certaines questions qu'il y a eu, comme quelle est la meilleure forme pour l'union bancaire, etc. On pense plutôt à soi-même au lieu de penser au salut commun. Le retour d'une guerre, une fois en Europe, c'est possible? Moi, je ne crois pas. Là, je crois, contrairement d'ailleurs à l'Asie de l'Est, on a fait beaucoup de progrès parce qu'il y a eu quand même ce mot ou cette phase de réconciliation. Et une guerre, ce n'est plus imaginable. Mais c'est le grand danger qu'on voit dans l'Asie du Sud-Est, où ce processus de réconciliation entre la Chine et le Japon et le Corée n'a jamais eu lieu. Vous avez pratiqué la terre entière. Vous citiez souvent Mandela comme exemple de ceux qui vous ont vraiment impressionné. Alors,
sa mort, on a rarement vu une mort qui a suscité autant d'émotions. Il n'y a même pas eu une lassitude dans le deuil. Souvent, dans le deuil, il y a un moment donné où les gens ont envie de passer à autre chose. Là, non. Il y avait vraiment une émotion très impressionnante. Vous l'avez partagée, évidemment. Oui, parce que j'avais une relation très particulière avec Nelson Mandela. J'ai toujours refusé, pendant la période d'apartheid, d'aller en Afrique du Sud ou de recevoir des membres du gouvernement. Et ça m'a donné beaucoup de crédibilité avec Mandela quand il est sorti de prison. Je l'ai visité tout de suite après sa sortie de la prison. Je l'ai convaincu de venir ensemble avec M. de Klerk à Davos. C'était la première grande réunion de ces deux à l'étranger. Et ça a donné une relation tout à fait spéciale et un des compliments les plus, impressionnants qu'on m'a fait, c'est quand M. Mandela m'a dit « Monsieur Schwab, sans vous, le destin de l'Afrique du Sud et même de l'Afrique aurait été différent. » Raymond Barre a beaucoup compté pour vous, Kissinger, dans l'histoire du forum, Clinton. Kissinger était mon professeur, Ouais. presque il y a 40 ans. Non, presque il y a 50 ans. Est-ce que c'était un professeur sévère? Moi, j'étais dans un séminaire avec lui, alors c'était plutôt le dialogue avec lui, mais qui m'a influencé beaucoup à cette époque-là. Intellectuellement, qui vous a impressionné le plus? Je crois il y a Raymond Barre, il y a Kissinger et il y a Lee Kuan Yew. Ce sont probablement les trois qui ont eu la plus grande influence sur moi. Aujourd'hui, les hommes qui ont le pouvoir suprême, vous les côtoyez régulièrement, un Obama, une Merkel, vous êtes sans doute un seul en Europe qui peut avoir le plus de relations intellectuelles avec Angela Merkel. Qu'est-ce qui fait la personnalité de cette femme? Troisième gouvernement, pouvoir colossal et en même temps une impression de simplicité. Elle est vraiment comme ça? Oui, je crois il y a toujours 4 facteurs qui déterminent un leader. C'est le cerveau, le cœur, l'âme et le bon air. Laissez-moi expliquer, le cerveau, c'est le professionnalisme. Et Mme Merkel est une grande professionnelle. Elle connaît le métier de la politique. Trop, disent certains, trop technicienne, c'est pas vrai? Oh, ça, on peut discuter. Ouais. Là, il y a, deuxièmement, il y a aussi l'âme, c'est-à-dire vous devriez avoir une vision, et Mme Merkel ne dévie pas de sa direction. Troisièmement, vous devriez avoir de cœur, c'est-à-dire une passion. Bon, il y a des gens qui montrent leur passion plus que d'autres, elle peut-être moins, mais elle a certainement de passion et elle a de bon air. Le bon sens, vous voulez dire? Oui. Ouais. Non, des nerfs. C'est ça, les bons nerfs, oui. De bons nerfs, parce qu'il faut maîtriser une situation. Aussi, Mais la personne qui a réuni ces 4 points le plus, dans mon opinion, c'était certainement Nelson Mandela. François Mitterrand disait il faut une certaine indifférence, une capacité d'indifférence, ne pas se faire émouvoir par le premier problème venu. C'est vrai, ça aussi? Oui, il faut toujours... il y a un très bon proverbe, si je peux l'exprimer ainsi, qui dit il faut toujours faire l'important avant l'urgent et pas l'urgent avant l'important. Et j'essaie de tenir, moi, à cette phrase. Klaus Schwab, vous avez eu toutes les distinctions. Encore en 2013, vous avez eu un grand ordre de l'ordre suprême au Japon. Vous l'avez reçu. Oui, c'est l'empereur qui m'a honoré. Qu'est-ce qui vous touche encore? Vous avez été tellement couvert d'honneur, pas en termes de vanité superficielle, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes ému? Je crois que ce sont ces phrases, comme je me suis référé à Nelson Mandela. Ce n'est pas les honneurs, disons, je ne veux pas dire superficiels, mais ce sont des honneurs formels. Mais si vous remarquez, ça peut que vous avez vraiment eu un impact très positif sur la vie d'un homme ou sur la vie d'un pays. Si on a maintenant réuni dans le forum ce groupe de 5000 jeunes gens
Et il y a tant de situations où soudainement un jeune me dit « Ah, à travers de vous, j'ai changé ma vie et changé la vie normalement vers le meilleur. » C'est la vraie satisfaction. Vous êtes de 1938, vous êtes d'un autre monde par certains côtés, et en même temps, c'est frappant de voir comment Internet joue beaucoup de rôle chez vous. Vous publiez un e-book il y a quelques mois, maintenant une sorte de réseau social de dirigeants sur Internet. Oui, moi je crois qu'on est dans une phase d'une révolution technologique. Et regardez ce qui s'est passé dans le secteur des médias, ça va se passer partout. Et moi, je suis fasciné par ces nouvelles technologies. Et par exemple, pour nous-mêmes, pour le World Economic Forum, ma vision maintenant, c'est de créer vraiment un Facebook des Global Leaders pour faciliter la coopération, pas seulement à travers de contacts personnels, qui est important pour créer la confiance, mais aussi à travers des moyens technologiques qu'on a aujourd'hui à la disposition. Klaus Schwab, merci. Les vœux, on commençait par là, finissons par là. On peut serrer la main. Bonne année, si vous voulez. Pour l'année prochaine, pour cette année. Oui. À toutes celles et à tous ceux qui nous regardent, qui vous écoutent, exactement. Qu'est-ce que vous dites? Bonne année. Et j'espère une année dans la paix, une année avec de santé, une année aussi, il faut dire, de bonheur. Je crois que c'est important qu'on a cette satisfaction, qu'on a une vie qui est spéciale, où on donne un petit peu plus qu'on reçoit. Merci beaucoup. Bonne année. Merci.